Bonjour. 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 Nous avons été réunis tous les deux pour parler de la direction que l'Amérique prend sous Obama, sous la présidence Obama. Alors, mon voisin me dit qu'il est spécialiste de politique américaine, mais de politique étrangère américaine. Pas seulement américaine. Enfin, soit, mais comme nous sommes ici pour parler, nous sommes ici pour parler plus étroitement de la direction qu'Obama fait prendre à la politique américaine, je propose que nous nous restreignions à Obama. Donc, je pense moi qu'il est impossible de parler de la politique américaine d'Obama uniquement sur le plan extérieur, puisque je soutiens la thèse selon laquelle sa politique intérieure et extérieure font un tout, et un tout à vrai dire indissociable, puis avec un but unique, qui est la destruction de l'Amérique et de l'Ouest, au profit d'un tiers-mondisme nouveau et d'une politique de redistribution des richesses du nord vers le sud. À vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je voudrais, comme vous l'avez dit d'ailleurs, préciser que je ne suis pas très compétent en matière de politique intérieure américaine, puisque le petit journal que je fais depuis plus de 15 ans traite surtout des affaires internationales. Bon. Je voudrais aussi dire une petite chose en préambule. Tout ce que je pourrais dire contre la politique américaine étrangère, internationale, n'est pas de l'anti-américanisme. Je ne suis pas du tout anti-américain. Au contraire, j'ai une admiration énorme pour ce pays qui est le premier pays du monde, dans beaucoup de catégories différentes, en matière de sciences, d'art, de sport, de musique, de littérature. Et donc il ne s'agit pas du tout d'être anti-américain. Il s'agit pour moi de critiquer une politique des gouvernements américains successifs qui a été, à mon avis, complètement catastrophique. D'accord, j'ai bien entendu. Vous admirez les États-Unis, vous êtes déjà en porte-à-faux avec le président Obama, puisqu'Obama, dans tous ses discours, s'efforce de rabaisser les États-Unis, de s'excuser, de présenter toutes sortes d'excuses, non seulement aux pays du Sud, mais partout où il voyage, il s'est distingué en abaissant volontairement l'image des États-Unis, en s'excusant. On se demande bien de quoi pour les États-Unis. Bref, c'est un président qui n'aime pas son pays, qui n'est pas fier de son pays, qui fait absolument tout pour aboutir à la désexceptionnalisation de son pays. Il ne croit pas à l'exception américaine. Il pense que l'Amérique est un pays comme les autres et il fait tout pour la niveler par le bas. Donc, vous êtes en porte-à-faux et je vous en félicite avec Obama sur ce plan-là. Mais je pense qu'il n'est pas possible, je vous le répète, de parler uniquement de politique étrangère et internationale, parce que, d'abord, moi j'ai préparé, pour le débat qui nous avait été demandé, j'ai préparé quelques vérités, quelques faits à rappeler sur la politique intérieure d'Obama, qui sont, je le répète, liés à son ambition générale, qui est l'abaissement de l'Amérique et le nivellement de l'Ouest au profit des pays du Sud, au profit de ce qui s'appelait le tiers-monde, et ça, je pense que ça ne peut pas être éludé. À vous? Oui, moi je ne pense pas du tout comme vous que Obama cherche à rabaisser l'Amérique. Je pense que Obama fait un effort intelligent et sensé, pour lequel on peut le remercier d'ailleurs, de corriger une politique américaine qui a été une politique impérialiste, arrogante et désastreuse pendant des années, dans les présidences des Bush, de Clinton aussi, et qui a conduit à faire détester l'Amérique par la plus grande partie du monde, alors que la plus grande partie du monde devrait au contraire au moins l'admirer, sinon l'estimer. Alors, pourquoi est-ce que cette politique est catastrophique? Parce qu'elle a été uniquement fondée sur le nationalisme élitiste américain, est fondé sur deux idées principales, le profit et le pétrole. C'est pas compliqué. Alors, il y a eu cette politique a été une politique
de libéralisme effréné, c'est-à-dire de libre-échange, de marché libre, qui a conduit à la catastrophe économique que nous connaissons aujourd'hui. Pas du tout. En plus de ça, ça a conduit à déclencher des guerres sous des prétextes totalement fallacieux qui ne correspondaient à aucune réalité. C'est tellement énorme tout ce que vous venez de dire que je ne sais pas par quoi commencer pour, non pas, je ne vais pas changer vos idées à vous, mais pour redresser les choses. Vous avez parlé de la plus grande partie du monde. C'est quoi la plus grande partie du monde déjà ? Est-ce que vous faites allusion à la communauté internationale, qui est ce qui est tout le temps évoqué par Obama et les élites, vous n'aimez pas les élites, et vous avez bien raison, les élites européennes parlent toujours de communauté internationale. Est-ce que c'est à ça que vous faites allusion quand vous parlez de la plus grande partie du monde ? Parce que la plus grande partie du monde ne déteste pas l'Amérique de George Bush et de Reagan. Elle déteste l'Amérique par jalousie, pour toutes sortes de... Elle déteste la politique américaine. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a tout le temps eu un anti-américanisme depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça s'est envenimé après Carter, parce que Carter a été absolument lamentable au Moyen-Orient. Lui, il a attiré sur l'Amérique un autre fléau qui est l'islamisme radical. Et puis après, sous Clinton a fait exactement comme les présidents conservateurs en politique étrangère. Il a effectivement eu une politique assertive à l'étranger. Si le monde, mais quel monde, hein, l'Inde ne déteste pas l'Amérique, la Chine ne déteste pas forcément les États-Unis. Bon, ça se limite à quoi la communauté internationale ? Il y a le monde musulman qui est franchement hostile, mais autant hostile à l'Ouest en général et à la France en particulier qu'aux États-Unis. Et puis, ça se limite aux technocraties européennes, et c'est à peu près tout. Le reste du monde ne déteste pas l'Amérique. Donc ça, c'est une première chose que je voulais redresser. Ensuite, vous avez dit que la puissance américaine avait été fondée... C'est votre tour, oui, allez-y. Mais vous avez dit une seule chose, que c'était fondé sur le profit et le pétrole. Non, vous niez à l'Amérique des valeurs essentielles, vous niez les bienfaits du capitalisme. Je ne peux pas être d'accord avec vous. C'est votre temps de parler, donc je vous rends la parole, mais j'ai encore beaucoup à dire. Oui, je m'en doute. Bon, le problème, la position prise par l'Amérique... D'abord, pour répondre à ce que vous disiez sur la partie du monde qui déteste l'Amérique, il y a, à mon avis, bon, ça n'est pas évidemment la totalité du monde, il y a une majorité écrasante de gens qui détestent la politique étrangère américaine. Il y a un exemple qui est particulièrement caractéristique. À la suite de l'affaire de l'attaque du bateau turc par les Israéliens, il y a un trouble énorme à la tête du quartier général de l'OTAN à Bruxelles, où les gens se disent, mais comment ? Il y a un membre de l'OTAN qui a un de ses navires qui est attaqué par un pays qui n'est pas membre de l'OTAN. Donc, d'après la charte de l'OTAN, il devrait y avoir une réaction de l'OTAN. Et à partir de là, ils sont à ce point troublés qu'ils commencent à se dire, mais l'OTAN, qui est l'arme parfaite de la politique étrangère américaine, ils commencent à se rendre compte qu'elle est entièrement soumise uniquement aux intérêts américains et a perdu totalement de vue son but d'origine qui était de défendre ses membres contre des agressions éventuelles. Alors vous avez raison sur ce point. L'OTAN est un instrument. L'OTAN est une des rares organisations internationales qui a été positive, qui a eu des succès, qui n'ait pas été corrompue. L'OTAN n'est pas parfait pour autant. Mais il n'y a plus de raison d'être. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il n'y a plus de raison d'être. C'est pas vrai, il y a une nouvelle... Elle était faite pour défendre les membres contre une attaque éventuelle de soviétique, oui, mais il y a un nouveau... à la chute du mur et à l'implosion de l'URSS, il y a eu des nouveaux dangers qui sont apparus contre les démocraties occidentales. Donc, l'OTAN a toutes les raisons d'être préservée. Et ces nouveaux dangers, ce sont les États voyous et ce sont également les États islamiques radicaux. Vous avez dit qu'il y avait libéralisme effréné. Tout ça, cher monsieur, c'est le langage de la gauche, de l'ultra-gauche. Je ne peux pas être d'accord. Je ne peux pas être d'accord. Et vous avez parlé, bon, j'aurais pas voulu qu'on parle de ça parce que la question n'est pas Israël, mais j'aurais pas voulu qu'on parle de ça. Néanmoins, je ne peux pas laisser passer non plus. L'attaque de ce bateau mené par les Turcs, c'est pas une attaque des soldats contre le bateau, c'est le bateau qui, lui, avait des vues guerrières contre Israël.
avec du matériel et du personnel destiné justement pour envenimer encore plus la situation dans la bande de Gaza. Ces gens-là étaient au service du Hamas. C'était des fournitures humanitaires. Voilà. Pas du tout. C'est le piège, pas du tout. Sous couverture humanitaire, il se passe des choses affreuses. Et la presse européenne, comme la presse américaine, sont coupables de désinformation et de démission. Mais ils ne font que critiquer Israël. Mais ils ont tort. Ah ben oui. Ils ont tort. Peut-être. Ils ont tort parce qu'il y a... Bon, je pense qu'il ne faut pas envoyer la discussion sur Israël, parce que là, on en a pour une demi-heure. Cela dit, Obama, lui, délaisse l'allié israélien. Obama a fait le calcul, 350 millions d'Arabes, c'est mieux, c'est plus profitable que d'aider 7 millions d'Israéliens. Bon, ce président, autant sur le plan intérieur que sur le plan extérieur, fait absolument tout pour favoriser l'islamisme radical. Vous ne pouvez pas dire le contraire. On a les preuves de ça. Bon, il agit contre son pays, contre les États-Unis. À votre tour. Non, c'est vous qui devez appuyer. Ah, vous avez raison. Bon, moi je voudrais revenir à la politique étrangère américaine, parce que, voilà, le but, il y a un but politique et il y a un but économique. Et le but politique, c'est d'établir dans le monde entier la démocratie avec la version américaine de ça. Or, c'est le but de qui, ça, d'établir la démocratie? Pardon? C'est le but de qui d'établir la démocratie? La politique étrangère américaine. Non, mais ça, c'était la politique de Bush, c'est pas celle d'Obama. C'est la politique de tous les présidents américains. Non. Écoutez, je vais vous lire quelque chose. Voilà. Vous savez que depuis le 27 mai 2010, on a sorti le National Security Strategy, qui remplace le même document qui avait été émis en 2002. Or, le National Security Strategy, Obama dit, pour ce faire, nous devons poursuivre une stratégie de renouveau national et de leadership mondial, une stratégie qui reconstruise les fondements de la puissance et de l'influence américaine. Nous maintiendrons la supériorité militaire qui a assuré la sécurité de notre pays et soutenu la sécurité mondiale depuis des dizaines d'années. Obama continue parfaitement la politique de Bush avec une légère correction dont vous aviez parlé tout à l'heure et que vous qualifiez d'abaissement des États-Unis, mais qui consiste à diminuer un peu l'arrogance de l'impérialisme américain. C'est tout. Et il a tout à fait raison de le faire, parce que c'est comme ça qu'il fera peut-être de nouveau estimer les États-Unis à leur juste valeur. Vous citez Obama, c'est touchant, mais pourquoi pas citer Hugo Chavez ou Fidel Castro ou des gens comme ça. Obama n'est pas plus crédible. Hugo Chavez et Castro disent des choses très intelligentes. Ah ben voyez. Tout à fait. Alors tout à fait, ils sont sur le même plan, je suis d'accord avec vous, ils sont sur le même plan qu'Obama. Mais moi je ne les citerai pas, parce que c'est pas parce que la rhétorique vous plaît qu'il y a quelque chose de sérieux derrière. Cet homme, Obama... Je suis bien obligé de faire confiance à ce que dit le président. Non. Qu'est-ce qui vous oblige? Votre esprit critique est là. Pourquoi faites-vous confiance à ce que dit Bush alors? Mais Bush était dans une lignée plus conservatrice générale. Bush n'a pas fait de politique particulière. Obama est quelqu'un de différent. Il fait une politique Comment il n'a pas fait de politique particulière? Il a déclenché 2 guerres sous des prétextes totalement imbéciles, dont la réalité, il a été prouvé que ça n'existait pas. Ni l'achat d'uranium au Nigeria, ni les armes de destruction massive en Irak n'ont jamais existé. Bon, en Afghanistan, les États-Unis ont commencé par armer les radicaux islamiques qui se sont transformés en talibans grâce à l'argent américain. Et vous trouvez qu'il n'a rien fait sur le plan international? Je ne sais plus où on est là. Bah oui, là, je ne sais plus où on en est. Bon, non, c'est le contraire. C'est le contraire, bon d'accord. Un tel flot de contre-vérités et de choses qui sont vraiment niées par les faits, c'est ahurissant. Par quoi est-ce que vous avez commencé? La politique étrangère de Bush. La politique étrangère de Bush, c'était une politique effectivement néoconservatrice. Bush n'était pas néoconservateur, mais s'est inspiré des recommandations de plusieurs néoconservateurs pour mener une politique américaine assertive,
pour effectivement favoriser le développement des démocraties dans des régions où c'était peu probable que la démocratie puisse surgir par elle-même. En faisant la guerre. Oui, mais il a parfaitement réussi en Irak. Et vous devriez lire un excellent livre qui s'appelle... En Irak, c'est une catastrophe. Vous devriez lire un livre excellent qui s'appelle Obama, de la déconstruction de la démocratie en Amérique, par David Jocelyn. Vous devriez lire ce livre dans lequel vous apprendriez, avec preuve à l'appui et citation des gens qui se sont donné la peine de faire des recherches, vous trouveriez dans ce livre réponse à toutes vos croyances erronées, excusez-moi de vous le dire, et qui ne sont pas fondées sur des arguments tenables. Donc ça c'est une chose. Alors vous disiez la politique de Bush prétend instaurer la démocratie. Bon, Bush n'a pas d'abord prétendu instaurer la démocratie, il a essayé de la susciter. Et je vous signale qu'en Irak, il y est parvenu. En Iran, il a tout fait pour favoriser la contestation intérieure, alors que Obama, lui, fait tout pour réprimer la contestation intérieure. Donc, autrement dit, il fait tout pour éviter que la démocratie puisse éclore dans ces pays. Obama est différent même de Carter. Carter était vraiment, avant Obama, le président le plus abominable qu'on ait pu imaginer pour les États-Unis. Avec Obama, c'est pire, parce qu'Obama fait tout sur le plan intérieur et sur le plan extérieur, et on voit quand on étudie la question que les deux sont vraiment liés. Il fait absolument tout pour que la situation bénéficie aux ennemis de l'Amérique, et non pas à l'Amérique ni à l'Occident. Et c'est par là que nous sommes concernés. Sa politique est également dommageable pour nous. Et nous avons des effets Obama, non seulement avec l'histoire de la Turquie l'autre jour, mais également avec le Mexique, que vous avez pu voir avec l'ovation, la standing ovation du président Calderon à la Chambre des représentants il y a peu, au sujet de l'affaire de l'Arizona. C'est aberrant, un président qui insulte ses propres citoyens et qui prend le parti d'ennemis des États-Unis. Je ne comprends pas que ça ne vous choque pas. C'est à vous de répondre. Mais il ne prend pas le parti des ennemis des États-Unis, il essaye de rétablir une réputation des États-Unis qui soit de nouveau acceptable, qui ne soit pas la réputation d'un espèce de géant qui piétine le monde entier dans ses intérêts. Bon, alors, ça, je ne vais pas essayer de changer votre avis, je n'y parviendrai pas. Je pense que vous faites erreur, mais réfléchissez. Oui, mais il n'est pas parvenu du tout. Attendez, je voudrais quand même vous demander, je ne vois pas très bien comment vous pouvez dire qu'on a rétabli la démocratie en Irak, parce que là c'est parfaitement visible. L'Irak est un pays complètement en guerre, en proie à une guerre civile, où les Américains sont enfermés dans des blocos parce qu'ils ne peuvent pas circuler dans le pays. Alors comment vous pouvez dire qu'on a rétabli la démocratie en Irak? Enfin, c'est à hurler de rire. Non, c'est pas à hurler de rire. Il y a une véritable démocratie, un embryon de démocratie en Irak, avec tout de même des dans les bunkers américains. Non, non. Avec tout de même, bon, il y a donc des élections qui ont eu lieu. Il y a tout de même un gouvernement, même si ce gouvernement n'est pas très sérieux jusque-là, il y a tout de même un embryon de démocratie qui n'existait pas, qui n'aurait jamais pu exister avec Saddam Hussein. Vous n'allez quand même pas regretter Saddam Hussein. Bon, l'Irak, c'est aussi ce que Obama en fait. Bush lui a laissé là une situation clarifiée, apaisée. Bon, Obama depuis s'en est pas occupé, la presse non plus. Saddam Hussein était un dictateur, personne ne le conteste. Son pays, sous son règne, était un grand pays où il y avait un pluralisme de la population totale. Vous plaisantez. Où les gens vivaient avec des ethnies différentes, oui, avec des religions différentes, avec des convictions différentes, et c'était un État laïque. Et un des rares États laïques dans le monde musulman, qui était un bastion contre le fanatisme musulman et un bastion très solide. Non, il y a encore là des livres dont je parle dans mon livre que je viens de vous citer tout à l'heure. Il y a des ouvrages très sérieux qui démontrent les liens ténus entre Saddam Hussein et les réseaux terroristes. Non, ça c'est totalement faux. Il a été démontré que Saddam Hussein détestait Al-Qaïda. Non, c'est faux. Oui, mais il se détestait, c'est pas parce qu'il se détestait. Ça, je suis d'accord, il se détestait. Mais il le poursuivait. Non, mais ils avaient un ennemi commun, et ça c'est très fort comme lien. Ils avaient un ennemi commun qui est les États-Unis et l'Ouest en général. Oui, mais ça ne fait rien. Saddam Hussein n'a jamais pactisé avec Al-Qaïda. Jamais. Saddam Hussein et que pensez-vous de la situation en Afghanistan? Il y avait des réseaux terroristes d'Al-Qaïda en Irak. Il y a la démocratie en Afghanistan aussi.
En Afghanistan? Oui. En Afghanistan, c'est une autre histoire. En Afghanistan, d'abord, c'est pas la guerre de Bush, comme on a dit. Hein. Là, c'était soi-disant la bonne guerre. Hein. C'était la guerre à faire. La guerre d'Irak, c'était la guerre de Bush, tandis que la guerre d'Afghanistan, c'était la bonne guerre que les démocrates voulaient qu'on fasse. Mais ils l'ont faite. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que l'Afghanistan est le bourbier d'Obama. Peu ou prou. Obama s'en tire comment? En évitant d'avoir des prisonniers parce qu'il fait tuer par les drones, et ça si c'était Bush qu'il faisait, parce qu'il aurait eu le premier à l'accuser, il fait tuer par des drones des grandes quantités de terroristes. Personne n'en parle, parce que ça n'arrange pas les... Surtout tuer des civils. Oui, mais enfin, c'est votre Obama qui fait tuer, c'est pas mon Bush hein, qui fait tuer ces militaires américains. Non, les militaires américains, ils exigent sur les ordres. Le complexe militaro-industriel américain est toujours le même. Il fait ses profits avec la guerre, il fait ses bénéfices avec la guerre, et il pousse les présidents américains à faire la guerre, parce que ça leur rapporte. C'est évident. Je vous laisse dans votre erreur, je ne peux pas poursuivre là-dedans. Disons simplement que Obama, sur l'Afghanistan, c'est peut-être là où c'est peut-être le seul domaine où il n'a pas fait de l'anti-Bush primaire et simpliste. Il a peu ou prou continué la politique existante, qui n'était pas fantastique, qui n'était pas formidable, qui aurait pu être améliorée, mais il a empiré les choses. Il y a une bonne chose qu'il faut savoir sur l'Afghanistan, c'est que les Américains viennent de découvrir des gisements, des minerais qui pourraient sortir ce pays de la pauvreté abjecte. Et comme ça, ils vont pouvoir rester plus longtemps pour pouvoir les contrôler. Vous voyez comment vous êtes. Qu'est-ce que vous préférez, que ce soit la Russie ou la Chine qui viennent contrôler ces richesses découvertes par les Américains? Je pense que la Russie et la Chine, s'ils s'installaient en Afghanistan, le feraient moins militairement que les États-Unis, certainement. Certainement. Je vous laisse à vos rêves, parce que ce sont des rêves. Pensez que la Chine et la Russie... Ah bon, pardon. Je vous laissais la parole. Ce truc est très... C'est un système à dormir debout, son truc. J'avoue qu'au bout d'un moment, nous n'y parvenons plus. Alors, moi, je vous disais tout à l'heure, vous voulez parler de politique étrangère, moi je tiens quand même à placer un mot sur la politique intérieure. Qu'est-ce qu'il fait Obama à l'intérieur? Il fait absolument tout pour ruiner l'Amérique. Vous savez quand même qu'il y a 14 trilliards, on dit trilliards ou trillions? 14 de quoi? Trillion. Donc ça fait en français, je crois qu'on appelle ça des trilliards, 12 zéros. 12 zéros. 14 trillions. Oui, mais en français c'est trilliards. Hein? 14 trilliards de dettes qu'il faudrait multiplier par presque 10 si on compte en fait les dettes futures qui sont... C'est pas lui qui a commencé à alourdir la dette américaine. Non, à lui tout seul, tout de même, 3,4 il a augmenté puisqu'il continue la guerre. Non mais en 15 mois, à lui tout seul, 3,4 trilliards de dettes. Au regard depuis la Deuxième Guerre mondiale, de tous les présidents avant lui, qui avaient accumulé effectivement de la dette, mais lui tout seul, en 15 mois, 3,4 trilliards de dettes. Oui, si on ne veut pas détruire son pays, bon ben on ne s'y prend pas autrement, enfin je sais pas. Mais... Le problème, nous sommes tous d'accord. Dont un milliard pour le fameux Obamacare. Obama continue la politique de Bush. Non. Nous sommes tous d'accord. Quelle politique de Bush? Mais vous lui reprochez de ne pas le faire, et moi je lui reproche de le faire. C'est toute la différence. Je ne vois même pas de quoi vous parlez. Alors, il continue la politique de Bush. Où ça, quoi? Sur le plan extérieur, on en a parlé. La politique impériale américaine, tout simplement, qui est toujours la même. Seulement, tout. Obama a le mérite, à mes yeux, de l'adoucir dans une certaine mesure, de la rendre moins arrogante et moins impériale. Vous parliez tout à l'heure des accords de sécurité signés par Obama. D'abord, premièrement, ils n'ont pas été ratifiés par le Congrès. Et puis surtout, on a tellement parlé d'unilatéralisme de Bush, ce qui était faux, parce que Bush a surtout agi par bilatéralisme d'Amérique aux autres puissances. Par deux, c'était mieux que par multilatéral avec toutes sortes avec tous ces organismes internationaux qui sont tous plus ou moins corrompus et inefficaces. Donc le bilatéralisme de Bush... Vous pensez que l'ONU ne sert à rien? Les Nations Unies... Non, si elle sert à quelque chose, elle fait beaucoup de mal.
Ah bon. Fait énormément de mal. C'est une organisation extrêmement corrompue, qui est d'ailleurs dirigée dont le Conseil national de sécurité est présidé et dirigé par des gens tout à fait douteux et qu'on ne peut pas prendre au sérieux, dont les décisions ne peuvent pas être prises au sérieux. En plus, l'ONU... Je vous laisse la responsabilité de cette affirmation. Complètement. Et là, c'est pareil, je peux citer mes sources si besoin, mais là, nous n'aurons pas le temps, mais je peux citer mes sources. Bon, et donc, les Nations Unies existent quand même. On a vu l'unilatéralisme d'Obama en abaissant volontairement l'Amérique devant la Russie et devant l'Iran et devant tous les autres pays avec son fameux START 2. Et je suis désolée, mais comment pouvez-vous dire que ce président-là... Comment pouvez-vous dire que ça abaisse un pays quand son président a des armes. consent à parler avec des interlocuteurs? Mais c'est pas ça. Il baisse Vous la garde. considérez qu'on abaisse quelqu'un tout simplement parce qu'on se montre diplomate? Non, vous déformez mes propos, j'ai pas dit ça. Sa diplomatie, il n'y a pas de diplomatie véritable pour une puissance comme l'Amérique si elle n'est pas épaulée, soutenue par des forces militaires conséquentes. Il n'y a pas de carotte sans bâton. Ah ben ça c'est intéressant, parce que vous dites qu'il n'y a pas de diplomatie sans pouvoir militaire. La Suisse, oui, par les États-Unis. Voilà, ben c'est toute la question. Mais qu'est-ce que vous L'Amérique préférez? est une puissance belliciste, militaire, avec votre politique, bénévole, et qui ne peut pas faire de diplomatie. Bénévole et bienveillante. Bienveillante. Oui, on appelle ça effectivement le colonialisme bienveillant. Pas du tout. Si vous n'avez pas, si l'Amérique Alors, n'est c'est plus le gendarme. colonialisme, ça consiste à dominer le monde entier avec un certain nombre d'idées complètement folles. Comment pouvez-vous imaginer que ça puisse intéresser des masses qui crèvent de faim dans le monde, qui souffrent de la famine, ou de la misère, de la pauvreté? On veut leur apprendre la démocratie. Mais ils s'en foutent de la démocratie. Ils s'en foutent quand on n'a pas de pain à manger tous les jours. On s'en fout complètement de la démocratie. La démocratie, monsieur... Et le message américain qui consiste à imposer cette démocratie par la guerre, ou par les invasions, ou par les pressions, ou par les infiltrations politiques, en changeant les gouvernements, en fomentant des révolutions de couleur, etc., tout ça ne sert absolument à rien. Vous faites une erreur de fond. Ça ne correspond qu'à augmenter la haine de l'Amérique, c'est tout. Vous faites une erreur de fond. La démocratie, c'est pas pour la démocratie. La démocratie, c'est pour permettre les libertés. Les libertés, c'est aussi les libertés d'entreprendre, les libertés de créer des richesses. S'il n'y a pas de démocratie, on ne crée pas de richesse. Oui, mais madame, ça, c'est fondamental. C'est une vision du monde qui est totalement élitiste. Ça consiste à dire que la richesse récompense les gens qui sont forts et que la pauvreté est la punition divine des gens qui sont faibles. Voilà, ça c'est la conception de l'Amérique. Et il faut absolument seulement un problème de réussite individuelle dans une société totalement marchande. Est-ce que je dois vous rappeler qu'en Europe même, en France même, en Vendée, d'où je suis issue et où j'ai vu, quand j'étais petite, un reste de Moyen-Âge, eh bien, chez nous-mêmes, en Europe, avant que le capitalisme vraiment ne soit bien installé, ne marche bien, nous vivions dans la pauvreté. Mais pas aujourd'hui, avec toutes les interventions gouvernementales partout, on ne lui en laisse pas les moyens. Mais si vous m'interrompez... moi, je ne vous ai pas interrompu. Vous dites que la crise est due aux interventions gouvernementales? Elle est due, premièrement, aux États-Unis. En Europe, je ne sais pas. Oui, en Europe, elle est due effectivement à la multiplicité des interventions gouvernementales et aux dépenses des gouvernements. C'est absolument évident. Non mais attendez, la crise n'a pas été produite par ça. Aux États-Unis, elle a été produite d'abord par des lois. Un certain nombre de spéculations boursières. Non, ça c'est après ça. Délirantes. Ça c'est après ça. Et qui ont été permises par cette société de libre-échange et de libéralisme. Vous devriez lire mon livre, monsieur. C'est la faillite totale de cette économie. Lisez mon livre, je dévoue il y a un article, il y a un chapitre entier qui est consacré à l'examen de la crise, en tout cas aux États-Unis. Elle a commencé la crise par les mesures prises par un congrès démocrate sous Carter et ensuite sous Clinton. Ce sont des mesures qui décrétaient, qui rendaient comment dirais-je, pénal le fait de ne pas accorder de prêts à des gens qui n'avaient pas les moyens de subvenir justement à leurs besoins. Or ça, c'est amoral dans une optique capitaliste. Or, ce sont ces lois qui ont permis ensuite aux spéculateurs de s'en donner à cœur joie et d'arriver à la situation où nous sommes arrivés. Mais au départ, c'était politique. Et c'était politique par la gauche. C'est la politique libérale.
C'est pas la politique libérale. Qu'est-ce C'est que vous la appelez politique du libéral? libéralisme et du libre-échange. Non mais attendez, libéralisme dans Mais quel quelle sens? gauche, enfin madame, quelle gauche a été au pouvoir aux États-Unis? Enfin, je Vous avez rêve. entendu parler de Carter? À votre avis que c'est un homme de gauche? Eh bien, je ne trouve pas. C'est pas moi qui ai décrété. Ah bah non, mais je suppose que pour vous... c'est- Non, mais je suppose que pour vous, Obama est un communiste. Obama est un radical de gauche. Il est issu. Vous connaissez vous avez Non, fait des mais recherches c'est- sur Obama? c'est Vous difficile. connaissez son background? Bah, Non. comme tout le monde. Ben non, pas comme tout le monde. Personne ne connaît justement. Il n'y a que quand on s'est donné la peine de chercher, parce que c'est pas la presse qui va vous l'apprendre. Et vous trouvez Obama que est un radical. Mais je trouve pas, monsieur, je ne trouve pas. c'est un Ce n'est pas- radical de gauche. Obama est un radical de gauche qui obéit à la gauche la plus sectaire qu'on ait jamais vue aux États-Unis. Et le Parti démocrate est aujourd'hui complètement noyauté par sa gauche dure. Les démocrates modérés n'ont qu'à se taire ou rentrer chez eux. Les démocrates modérés n'ont pas droit à la parole. Écoutez, Il faut revoir vos... Si Obama est un radical de gauche, moi je suis un curé. Vous lisez l'anglais. Hmm. Vous lisez l'anglais parfaitement bien, Oui. puisque vous êtes bon. Oui. Donc, vous n'avez pas d'excuse, parce que ces livres ne sont pas traduits en français, mais vous pouvez avoir accès à ces livres. Il y a des livres surtout sur le Parti démocrate, je pourrais vous en donner la liste. D'ailleurs, la liste, elle est à la fin de mon livre, dans la bibliographie. Il y a des livres fantastiques, avec preuve à Vous l'appui. conseillez de lire votre livre, moi je vous conseille de lire les miens. Mais vous ne lirez pas. Peut-être que si, mais je crois que je suis mieux renseignée que vous sur Obama. Alors, puisque apparemment vous ne connaissez pas bien Obama, je vous conseille de vous renseigner sur son enfance, en ne lisant pas Obama, mais en lisant plutôt ce qu'écrivent des journalistes conservateurs. Je vous conseille aussi vivement d'avoir chez vous Fox News, qui vous apprendra énormément de choses, parce qu'il se donne la peine, en plus des informations, de rappeler au public américain d'où Obama est issu. Obama est le fils de parents issus des années 60, la gauche radicale américaine. Obama a des accointances avec des gens tout à fait discutables, qui sont des terroristes nés aux États-Unis. Les plus connus, dont on a parlé même dans la presse française, sont Bill Ayers. Qui d'autre? Bill Ayers. Ben oui, vous n'en avez jamais entendu parler. C'est un petit peu ennuyeux pour quelqu'un qui dit qu'il connaît bien Obama. Il y a ces liens très... Je ces liens... ne connaissais bien Obama. Je n'ai jamais dit ça. Oui, mais on peut J'ai dit pas... que je jugeais Obama sur sa politique étrangère. Non, on ne peut pas juger. Alors voilà, c'est là où Non, nous ne mais sommes pas c'est tout. d'accord. On ne peut pas comprendre Obama si on ne connaît pas d'où Obama Mais je ne cherche est pas à venu. comprendre. J'essaie d'analyser la place des États-Unis dans le monde et la politique qui est menée par ces gouvernements. par Oui, mais leur vous le faites de gouvernement. l'extérieur, de l'autre côté Oui. d'un océan. Moi, je Mais je l'ai ne fait suis de pas un citoyen, l'intérieur. je ne suis pas un citoyen américain. Moi non plus, mais je me suis donné la peine de le faire de l'intérieur. Et je me suis donné la peine d'interroger non pas les gens qui Désolé. lisent le New York Times, mais ceux qui justement ne veulent plus entendre parler de ces gros journaux. Écoutez, madame, Voilà. j'ai écrit il y a très longtemps un livre sur Tito en Yougoslavie, parce que j'avais été le premier journaliste à interviewer Tito après sa rupture avec le Cominform stalinien. On sort du sujet Et là. ce livre avait eu une très longue préface de Jean-Paul Sartre. Et j'avais fait ce livre sur Tito en expliquant bien que ce livre ne traitait pas de la politique intérieure yougoslave de Tito, mais du fait que Tito avait transformé la Yougoslavie en un grand pays international, un leader du tiers-monde et un des fondateurs des Nations Unies. Donc, Il aurait certainement c'était beaucoup plu à Obama. Obama aurait eu raison. Bah oui. Il aurait eu tout à fait raison, Écoutez. parce que Tito Bon, était certainement... On peut revenir aux États-Unis? Oui, On peut revenir sur les États-Unis? Alors. Non, mais c'était une incidente pour Oui. vous dire simplement que c'est l'aspect de la politique étrangère de l'individu que j'essaie de juger, et pas son caractère, ni sa personnalité, ni Oui, son mais enfant, ni son J'entends bien, adolescence, mais etc. moi je vous répète que vous faites erreur, que ce qu'il fait, comment il agit. La gauche américaine a un slogan, le personnel est politique. Rien de ce qui est Obama n'est étranger à ce que fait Obama, à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est ça qui vous échappe.
Je crois que vous ne vous Non, êtes mais je pas... suis bien d'accord avec vous. Voilà. Obama... Seulement, je ne qualifierais pas ça de gauche. Mais c'est complètement à gauche. C'est toute la Et différence. Obama, en plus, a un intellect assez borné par son idéologie de gauche. Et il est carrément obsédé par les questions de race, par les questions de tiers-monde, par les questions de redistribution. Il se voit déjà comme Mais il a président. raison. Il a raison. Bah, évidemment. Je vous laisse Non, la mais pour vous, si responsabilité je pour comprends vous. bien, Le Pen est un dangereux gauchiste. Moi, je ici ne vais en pas parler de Le France. Pen, moi. Non, mais votre Le Pen n'a position, rien à voir c'est à peu là-dedans. près Le Pen celle-là. n'a rien à voir là-dedans. Non, mais votre Et moi, position, je ne suis pas l'ami de Le Pen. c'est que... Oui, mais pourquoi? Parce que vous lui reprochez d'être trop à gauche. Non, parce qu'il est comme vous, il aimait bien Saddam Hussein. Ah bon? Donc c'est un dangereux Et communiste aussi. il est anti-américaniste primaire, ce qui fait que bien qu'il dise des choses absolument excellentes sur l'immigration, je ne peux pas le suivre en tout. Voilà. Pour revenir à Obama, parce que vous avez tendance Oui, à vous allez-y, écarter allez-y, du allez-y. sujet, et qu'on nous demande des faits, moi je vous dis que cet homme est en train de ruiner volontairement, délibérément son pays. Imaginez plutôt, alors il y a eu l'argent du tas, qui était effectivement l'argent voulu par Paulson juste à la fin du mandat de Bush. 700 milliards de dollars, c'était cette somme astronomique, 700 milliards de dollars, c'était la première somme énorme dont on parlait dans l'histoire. Cet argent a été remboursé aux 2 tiers, et il y a un tiers qui dort encore, et Harry Reid ne veut pas les débourser. En revanche, Harry Reid, avec, vous savez qui il est, c'est le président de la majorité au Sénat. Lui et Pelosi, la présidente de la majorité à la Chambre, l'an dernier, avec le président Obama, ont fait passer dans l'urgence le fameux plan de relance générale de l'Amérique, le Stimulus Bill, de 787 milliards de dollars, seulement quelques mois après le plan Paulson, il faut le faire. Et cette année, ils ont le culot de redemander, après avoir demandé en plus dans l'été 2009 192 milliards de dollars de supplément au stimulus bill pour les emplois, 192 milliards de dollars. Et maintenant, ils demandent encore une rallonge. Ces jours-ci, là, comme je vous parle, ils sont en train de demander une rallonge de 130 milliards de dollars supplémentaires, toujours pour... alors, là-dedans, il y a 400 millions, c'est pas grand-chose, 400 millions, mais 400 millions de plus pour le Hamas de la bande de Gaza. Il y a, il y a 26 milliards quand même de dollars pour les syndicats. Mais tout cet argent Pour les ne syndicats. sert qu'à renflouer les banques, les compagnies d'assurance. Les amis d'Obama, ceux qui l'ont financé. Ça, je suis d'accord avec vous. Il renfloue les gens qui l'ont fait. Mais en même les amis temps, d'Obama, non, c'est si, les amis mais de si. tous les présidents des États-Unis. mais non, ces gens-là, mais vous Non, devriez... mais écoutez, madame, ça ne vous choque pas quand même qu'on ait trouvé en 5 minutes 700 milliards, alors qu'une petite fraction de cette somme suffirait probablement à effacer la presque totalité de la famine dans le monde. Ça ne vous choque pas? Et ça, uniquement, Qu'est-ce que la famine dans le monde a à uniquement voir pour sauver là-dedans? les banques. Tout simplement que cet argent pourrait être mieux utilisé qu'à sauver des banques qui ont été dirigées par une bande de crapules. Vous êtes un socialiste, vous voulez redistribuer l'argent à des gens qui ne font rien pour s'en sortir eux-mêmes, qui ont des familles de 12 ou 15 enfants. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est Vous que trouvez ça bien? la pauvreté est une punition divine pour des gens qui ne foutent rien. Non, c'est pas une punition divine, ça n'a rien de divin. Non, mais vous dites que les pauvres ne foutent rien, ils font aucun effort pour s'en sortir. Vous allez quand même C'est pas une dire... conception. Mais, écoutez, C'est pas vrai ce que vous dites. Regardez c'est une l'Inde. conception qui remonte à 2 siècles en arrière. Mais non, vous avez tort. Regardez l'Inde. L'Inde était extrêmement pauvre. L'Inde est l'exemple absolu de pauvreté à laquelle les gens ont eux-mêmes remédié. Les gens s'en sont sortis parce qu'ils ont travaillé, parce que l'Inde a pris des mesures démocratiques et capitalistes. L'Inde est un très bel exemple. L'Inde est un très bel exemple de réussite. C'est un pays émergent aujourd'hui. Ce n'est pas un pays qui tend la main. Mais ils sont très loin d'être sortis de la pauvreté. Mais je ne vous dis sais pas qu'on où vous n'en voyez sort ça. pas du jour au lendemain, mais enfin tout de même c'est une belle réalisation, à côté de ce que font certains autres pays qui ne savent que quémander et se plaindre. Vous ne Comme pouvez les pas dire Grecs, le par contraire. exemple. Je ne vais pas parler des Grecs. Les Grecs c'est encore une... Vous avez le chic pour tout mélanger, les Grecs c'est encore autre chose. Ah bon. Oui. Oui, et puis alors là on entre dans l'Union Européenne. C'est encore autre chose. Donc j'en étais aux dépenses somptuaires, enfin à vrai dire astronomiques. Il n'est plus possible de croire à la naïveté d'Obama. Cet homme veut réellement ruiner l'Amérique. Il ne peut pas s'y prendre autrement. Il veut absolument ruiner l'Amérique. C'est ce qu'il est en train de faire. Et ce que, Dieu merci, une partie
de la droite américaine est en train d'essayer de l'empêcher de faire. Moi, je pense qu'il veut faire exactement le contraire, mais qu'il se heurte à des forces très importantes qui mettent obstacle à les quelques rares initiatives qu'il voudrait prendre. Alors, il y a encore une chose que vous ne savez pas, c'est que jusqu'à présent, le président Obama a très peu agi légalement. Il a agi surtout illégalement. Son premier plan, le fameux stimulus le plan de relance passé dès son arrivée en février 2009, a été passé quand même dans l'urgence, en bousculant les sénateurs et les représentants. Le plan de santé est une abomination. C'est un plan qui n'a pas été voté. C'est un plan qui a été décrété. Vous n'en parlez pas, mais c'est quand même ennuyeux pour le processus. C'est vrai que vous ne tenez pas beaucoup à la démocratie, mais moi j'y tiens beaucoup et je trouve que pour le processus démocratique, c'est tout de même ennuyeux. Je tiens beaucoup à la démocratie, mais je pense que la démocratie est fille de la richesse, c'est pas fille de la pauvreté. C'est pas dans des pays misérables. Pourquoi est-ce que vous encensez la pauvreté? Il faut en sortir de la pauvreté, non? Il ne faut pas l'entretenir, il faut en sortir. Il faut en sortir. Dites ça aux pauvres, c'est pas si facile. Mais la France a été pauvre. Je vous parlais de la Vendée tout à l'heure. Vous avez l'air de dire qu'on sort de la pauvreté comme ça, en claquant des doigts et en disant, bon ben voilà, j'en sors. On sort de la pauvreté par le travail et par l'organisation et par la volonté. Oui, bon ben il faut d'abord en trouver du travail. Quand on est chômeur, la démocratie et la liberté ancrée. Si les gouvernements laissent les gens... Non, la démocratie libérale crée le chômage, elle ne crée pas le travail. On n'a même pas de point de contact, c'est pas possible. Moi, il y a une chose que je peux dire, c'est que Obama, non seulement il ruine son pays, mais il fait absolument tout contre la culture d'entreprise, l'Amérique est un pays de petits entrepreneurs. Obama est en cheville pour des intérêts financiers avec les grosses compagnies qui l'ont grassement subventionné lors de sa campagne et qui continuent encore de quémander auprès d'Obama. Donc la rhétorique d'Obama est en porte-à-faux complètement avec les liens financiers qui existent entre les grosses compagnies et Obama et la politique des démocrates. Mais madame, en revanche, par qui ont été financés les conservateurs? Ben, ça fait 15 ans que les conservateurs sont les pauvres de la politique, je vous signale. Plus de 15 ans, depuis Clinton. Les néoconservateurs de Bush, par exemple, ils ont été financés par qui? Eh bien, par la philanthropie conservatrice, bien entendu. Et puis par les grosses entreprises, par les mêmes gens dont vous dites aujourd'hui qu'ils financent Obama. Goldman Sachs a donné 1 million de dollars à Obama. BP, même chose, à peu près la même chose. Bon, pas autant à Bush, jamais de la vie. Les grosses compagnies ont grassement subventionné Obama. Obama a quand même obtenu que BP gèle 20 milliards pour venir en aide aux gens avec la pollution de son pétrole. Ne parlez pas de ça parce que alors là, du coup, c'est sa gestion de cette... Parce que ça n'existe pas. Sa gestion de cette crise est tellement lamentable, tellement abominable que vous ne devriez même pas aborder le sujet. Si c'était Bush qui était... Aujourd'hui, pourquoi sa gestion est abominable? C'est le 58e jour aujourd'hui de la marée noire. Qu'est-ce qu'il a fait? À part des menaces et un procès à BP, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que ça, c'est médiatiquement parlant et il pense que ça va lui rapporter. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il faut quand même savoir que 12 pays ont proposé leur aide technique pour venir boucher le trou. Il a refusé l'aide de ces 12 pays, dont quand même la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Ce ne sont quand même pas des nuls. Ils savent quand même de quoi ils parlent. Il aurait pu quand même... Et tout ça à cause d'une loi, la loi Jones, qui ne permet pas... Enfin bref, des red tape, des détails administratifs. Et puis aussi... Qu'est-ce que vous pensez qu'il aurait dû faire? Parce que je vous dis, accepter l'aide étrangère déjà. Ensuite, il pourrait accepter les localités, pourquoi croyez-vous que l'aide étrangère aurait trouvé une solution au problème que personne ne le saura jamais, trouvé. Mais il aurait pu au moins les laisser venir essayer. Vous êtes d'accord? Il ne risquait rien. Qu'est-ce qui risquait? Une perte de prestige d'Obama? Je ne sais pas dans quelle mesure ensuite, il a refusé. Il a refusé à Bobby Jindal et aux autres gouverneurs des pays, des États concernés, il a refusé que l'aide locale s'organise. Et ça, aujourd'hui, j'ai lu quelque chose il y a 2 jours, Bobby Jindal vient de dire, bon, maintenant on ne l'écoute plus, on ne s'occupe pas de lui, on va nous-mêmes mettre en place des digues pour empêcher l'huile d'arriver jusque sur le rivage. Parce que si on l'attend tout le temps, on n'y arrivera pas. Obama...
tergiverse, fait des effets de parole, etc. Bon, en plus, pendant cette crise dont vous parlez, il est quand même allé à Chicago voir ses amis. Vous n'avez pas laissé tout à l'heure sur la personnalité d'Obama, son caractère ou manque de caractère, et puis ses amis en relation. Il est quand même allé plusieurs fois en week-end, très tranquillement, voir ses amis douteux de Chicago, pendant que le pétrole coule dans la mer du Golfe. Bon, tout ça, si c'était Bush, il n'y a pas un centième qui ne lui serait pas reproché. Or là, vous êtes d'une indulgence extraordinaire. Vous continuez de le trouver formidable. Or, il vient de forcer BP à payer 20... Non, mais... Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai dit qu'il était meilleur que Bush et que ça n'était pas difficile. Bush apparaît plus grand, jour après jour, au fur et à mesure qu'Obama gouverne. On peut comparer pratiquement tout. Non, vous faites partie des gens qui ont... l'histoire qu'on racontait sur Bush dans le temps. Il y en a plein, elles sont toutes aussi stupides les unes qu'il avait vu une photo que de les autres. l'Acropole et qui s'était exclamé « On aura le salaud qui a fait ça ». Si vous accordez crédit à ce genre de choses. Bon, c'est une plaisanterie, mais enfin, il faut quand même admettre que Bush était totalement analphabète et un crétin extraordinaire. Vous dites n'importe quoi. Non, mais vous dites n'importe quoi. Moi, je l'ai même entendu s'exprimer, il parlait même pas anglais. Mais c'est pas parce que vous dites, il a un défaut d'élocution, mais c'est pas pour ça qu'il était inculte. D'accord. Enfin, Bush était au lit tous les soirs à 9h, il avoir lisait un beaucoup. crétin comme ça, Je suis pas sûre qu'Obama ait États-Unis. lu un autre livre que ceux de Saul Alinsky ou bien des dogmes de la gauche. Je ne suis pas sûre du tout. Obama ne sait absolument rien. En culture générale, rien. Il y a un ambassadeur américain qui a passé un mois dans la mauvaise capitale parce que Bush était incapable de distinguer la Slovénie de la Slovaquie. Ce genre d'anecdote, vous pourriez le... Mais non, ça, c'est pas des anecdotes, Qu'est-ce que vous madame, pensez de faits. Qu'est-ce que vous pensez de votre président Obama qui parle du Saint-Coran? Bon, c'est pas le fait d'un analphabète, ça, de dire que le Coran est saint? Il y a un Saint-Coran? Bon, on ne peut pas trouver moins cultivé qu'Obama. Pour les musulmans, c'est un livre saint. Non, mais vous plaisantez. Vous êtes de mauvaise foi, là, quand même. Ben non, mais pour les musulmans, c'est un livre saint, le Coran. Non. C'est quoi? C'est un roman de gare? La notion de sainteté n'existe pas dans l'esprit musulman. Il a parlé du Saint-Coran. Vous vous rendez compte? Il a parlé du Saint-Coran comme il aurait parlé de la Sainte Bible. On parle de la Sainte Bible, oui. Bon, oui, mais ça vous choque même pas. Donc voilà, ce qui est grave, c'est que ça ne vous choque même pas. Non, mais je veux bien croire je pourrais vous citer toutes les incultures d'Obama. Je veux bien croire qu'Obama fasse dont des ces bourdes. discours sont truffés. Je ne le défends pas. Mais si vous le défendez, Non, vous le trouvez formidable. non, je vous ai dit ce que je défendais. Je défends sa façon de concevoir la politique internationale d'une manière moins arrogante et impériale que ses prédécesseurs. C'est tout. Lui-même, en tout cas, est d'une Mais arrogance lui-même, en tant que extraordinaire. personnage, moi je le trouve relativement sympathique, mais c'est tout. Mais encore une fois, je ne connais pas ses antécédents. Il y a une autre chose aussi dont vous ne parlez pas du tout, mais parce qu'évidemment, comme vous vous intéressez qu'à la politique étrangère, donc vous avez une vision par un prisme tout à fait particulier. Il y a une chose que vous ne voyez pas du tout, c'est que ce président est en train de diviser les citoyens américains pratiquement en factions. Ce président favorise systématiquement les minorités gays, les minorités ethniques étrangères sur le sol américain. C'est quelque chose d'extraordinaire. On n'a jamais vu un président diviser davantage les gens. Favoriser autant, après avoir juré qu'il serait le président de tous les Américains. Diviser comment? Et parce qu'il favorise des gens. Il favorise des gens pour avoir des électeurs. Donc il favorise les syndicats, il favorise S'il favorise tout le monde, il ne les divise pas. Pas tout le monde, je vous ai dit, des groupes d'intérêt. Mais l'Américain moyen, l'Amérique profonde, les entrepreneurs américains, il agit tous les jours contre eux. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. Et que vous ne voulez pas comprendre et dont vous n'êtes pas. Mais que vous allez, maintenant que je vous en ai parlé, peut-être que vous allez faire plus attention et vous dire, après tout, peut-être que ça ne serait pas tout perdu. Si j'ai pu réussir à ce que vous vous posiez des questions. Vous savez, conclusion, moi je pense que vous êtes une digne représentante de ce qu'on peut concevoir de plus réactionnaire en matière de politique et que je considère comme très dangereux parce que vous êtes un peu sur la longueur d'onde de cette folle furieuse qui s'appelle Sarah Palin et des Tea Parties américains où on retrouve tous les dangers du populisme classique. C'est-à-dire, ils ont
disons, je crois, un slogan qui s'est dit en américain, vote them out, c'est-à-dire voter pour leur départ aux prochaines élections, ben, ça correspond exactement au vieux slogan des poujadistes qui étaient sortez les sortants en France. Bon, c'est exactement le même genre de politique qui consiste à privilégier l'individu isolé et à considérer que l'État ne doit intervenir dans rien parce que la liberté individuelle prime tout. Et ça, je pense que c'est une vague de populisme qui n'est pas nouvelle d'ailleurs, puisque ça reprend des vieux thèmes qui sont bien connus dans le cours de l'histoire, mais qui représentent quand même une opposition assez dangereuse. Voilà. Eh bien, moi, je pense que vous n'êtes pas informé. Vous avez vos opinions et vous avez parfaitement le droit de les avoir et de les conserver, mais néanmoins, quand vous dites que quelqu'un, par exemple, comme Sarah Palin, qui n'est pas la femme politique que je préfère personnellement, est une folle furieuse, je ne sais pas sur quoi vous vous fondez. Ça me semble assez gratuit. Moi, mes héros, ce ne sont pas Sarah Palin, mais plutôt je verrais Jack Ryan, Tom Paine, les gouverneurs du Texas, l'ancien gouverneur. Non, lui, il est libertarien, moi je suis conservatrice. Les libertariens vont un petit peu trop loin pour moi dans le véritable libéralisme économique. Moi, je veux bien un peu d'État. Je pense que néanmoins, il y a une chose qui va mettre tout le monde d'accord, c'est que je ne sais pas si je le verrai, je ne sais pas si je verrai assez longtemps, si je vivrai assez longtemps pour le voir, mais nous dirigeons. Vous avez plus de chance de le voir que moi. Pas forcément. Nous dirigeons autant l'Europe de l'Union européenne que les États-Unis d'Obama. Nous nous dirigeons vers la catastrophe, c'est absolument certain. Les pays sont ruinés et on fait tout le temps plus de dettes et ça doit arrêter. Or, vous critiquez l'opposition américaine conservatrice. Alors sachez que je suis conservatrice certes, mais que je suis très modérée au regard de certains conservateurs dont vous pourriez lire les blogs. Sachez que cette opposition conservatrice veut effectivement revenir, et c'est pas forcément, le populisme c'est pas forcément négatif, hein. Obama fait beaucoup de populisme, vous avez peut-être pas remarqué, mais un populisme vraiment bon marché. Il y a un populisme de bon ton qui est celui des Tea Partiers et qui est simplement un désir de retour aux sources. Le véritable populisme consisterait à écouter le peuple. Exactement. Oui, mais c'est exactement ce que ne fait pas Obama. Obama a le plus grand mépris pour le peuple américain. Il l'a d'ailleurs dit, il l'a dit dans plusieurs discours, il l'a prouvé. Donc moi, je suis pour, j'espère beaucoup de cette Amérique profonde. J'espère beaucoup qu'elle va réussir à entraîner avec elle les minorités ethniques dont le vote jusqu'à présent semblait acquis aux démocrates, mais qui, avec ces dépenses effrénées, commencent eux aussi à se poser des questions. Et puis surtout, au final, je pense que sur le plan de l'échiquier géopolitique, la gauche qui fait équipe commune avec le monde radical musulman va se trouver attrapée à un certain moment, parce que c'est bien joli de ne plus vouloir de l'Amérique comme gendarme du monde, mais si l'Amérique n'est plus gendarme du monde, il y aura quelqu'un d'autre à la place et ce ne sera pas quelqu'un de bienveillant. Et puis il y a tous ces pays émergents qui n'ont pas envie de s'aligner sur le nouvel ordre mondial d'Obama. Ça, vous n'y avez pas pensé. Non, mais il y aura peut-être plus. Et ça, c'est pas bon pour nous dans l'Ouest. Je pense qu'un monde unipolaire n'est pas un monde vivable. Mais personne ne parle de monde unipolaire. Il faut qu'il y ait un certain pluralisme. Mais personne ne parle. Moi, je ne parle pas de monde. Nous sommes pour les États-nations. Obama veut aplanir tout, veut faire disparaître les structures des États-nations pour instaurer une gouvernance mondiale, qui d'ailleurs est déjà en place avec les organismes. C'est là où il continue Bush. Pas du tout, pas du tout. Mais non. Continue l'impérialisme américain. Non, mais vous confondez politique américaine assertive, leadership mondial. Vous condamnez ça, soit, c'est votre droit, mais vous confondez, et ça c'est dommage, vous confondez avec le désir de transnationalité de la nouvelle gauche qui est représentée par Obama. Et ça c'est très grave parce que c'est contre les États-nations. Or Bush, vous pouvez lui reprocher beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est que la globalisation d'autre que la transnationalité? Mais c'est pas bon, là. Moi je ne suis pas pour le mondialisme, je trouve ça abominable. Moi je suis pour les États-nations. Et Bush était un protecteur des États-nations, tout en ayant une politique américaine assertive, mais qui n'était pas destructrice des nations. Or Obama veut détruire son propre pays et les États-nations. Voilà.